Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Florence Loève et Barbara Coignet pour notre épisode 25, Le luxe peut-il être éthique ? Je crois qu'il y a peu d'industries qui inspirent autant de déférence, voire de crainte, que le luxe. Vitrine majeure de la mode, les centaines de milliards d'euros qu'il génère chaque année en ont fait un milieu protégé, idéalisé. Ce qui fait qu'on a souvent tendance à oublier que c'est une industrie à l'impact social et écologique très concret. Bien sûr, le luxe est aussi un concept philosophique, dont la définition varie selon chaque personne, et une industrie qui dépasse la mode, par exemple via l'alimentaire ou le voyage. Mais dans cet épisode, nous allons rester concentrés sur les coulisses de la mode de luxe et pourquoi elle doit, comme toute industrie, rendre des comptes. Car figurez-vous que rien qu'en 2023, ce secteur a généré à lui seul 111,50 milliards de dollars. Cet argent provient de la vente de biens, bijoux, maroquinerie, vêtements, dont la production nécessite une main-d'œuvre et des ressources qui ne sont pas toujours bien traitées. Mais étrangement, on entend beaucoup moins parler de ces problèmes que quand ils concernent la fast fashion. Sûrement car le luxe est moins nocif. Mais bon, on a eu la preuve il y a à peine 2 semaines qu'il est aussi impliqué dans des violences. Un nouveau rapport a effectivement prouvé qu'une quarantaine de marques européennes bénéficient encore de l'esclavage du peuple ouïghour via la production de leurs vêtements, dont des marques très haut de gamme comme Prada, Burberry ou Hugo Boss. Heureusement, il existe aussi des marques bien moins connues du grand public qui proposent ce qui correspond à ma vision d'un vrai luxe. Des produits sublimes, avec une qualité réelle, et non pas un simple logo ou un désir d'exclure pour justifier leur prix, et dont la fabrication et les composants respectent la planète et les humains. Car évidemment, je ne vois pas comment on pourrait qualifier de luxueux quelque chose qui compromet notre qualité de vie présente et future. Au vu de ces circonstances, vous vous doutez bien que j'avais envie de décortiquer le sujet. Je trouve que ça matche bien avec les fêtes de fin d'année. En cette période débordante de paillettes, voyons un peu ce qui se cache sous les apparences. Pour nous glisser dans les coulisses de ce secteur, j'ai convié 2 expertes aux métiers très différents, mais qui travaillent toutes les deux avec acharnement pour une industrie plus éthique. La première est Florence Loève. Journaliste d'investigation spécialiste du luxe, elle a notamment collaboré avec Mediapart et Alternative économique pour apporter un éclairage basé sur des preuves à ce milieu très secret. Elle nous détaille son parcours. Moi, je suis journaliste indépendante. Je travaille depuis 1 an sur l'industrie du luxe et je fais surtout des longs formats et de l'enquête. J'ai travaillé avec Mediapart, avec Libération, avec Alternative Eco, avec Glitz, qui est un journal qui est spécialisé sur l'industrie du luxe. Je fais de l'enquête sur certaines marques. Par exemple, j'ai travaillé sur l'industrie du parfum en m'intéressant aux enjeux environnementaux et sociaux qu'il peut y avoir dans la fabrication des parfums. Et en revenant au début du parfum, c'est-à-dire les plantes qui sont utilisées dans la composition des parfums, et notamment une plante qui s'appelle l'ylang-ylang, qui rentre dans la composition de J'adore de Dior ou du numéro 5 de Chanel, et comment les marques vont sourcer cette plante, les revendications environnementales et sociales qu'elles vont faire autour de leur supply chain, et le décalage qu'il peut y avoir entre les promesses sociales et environnementales et les réalités de l'approvisionnement et de comment la plante est intégrée dans les parfums. Je pense qu'en fait, ce que j'aimais bien en travaillant sur l'industrie du luxe, c'est que c'est un domaine où tu as des contradictions qui sont très très fortes. C'est une industrie où beaucoup de choses reposent sur l'apparence et sur une promesse de désirabilité, une espèce de magie, sur des choses assez abstraites, et où on traite très rarement de l'aspect industriel, de comment ça marche concrètement.
Et le fait que la plupart des journaux et des annonceurs qui sont des marques de luxe fait que peu de journaux en fait prennent le risque, parce que pour eux ça peut être un risque économique, de traiter les marques de luxe d'un point de vue industriel. Et je trouvais ça hyper intéressant de m'attarder sur l'industrie du luxe en tant qu'industrie et pas d'un point de vue de l'esthétique ou de la mode. Aussi parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont énormes. Enfin voilà, c'est une industrie qui prend beaucoup de place dans le paysage économique français. Je crois que c'est entre un cinquième et un quart du CAC 40 qui est composé de la valorisation des groupes de luxe côté français. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant de travailler et de documenter ce secteur-là. Ma seconde invitée est Barbara Coignet, qui a fondé le projet 1.618, une agence/organisateur d'événements/communauté qui réunit des marques dites du nouveau luxe, qui ont à cœur d'avoir un impact social et écologique le plus positif possible. C'est une pionnière du domaine, car elle a lancé cette initiative en 2009, à une époque où pour beaucoup, ça n'était même pas une question. Bonjour à tous, je viens du monde de la mode. J'ai monté un bureau de presse il y a quelques années. Et puis en 2009 m'est apparue une idée, une envie qui était d'allier le beau, l'esthétisme, le luxe, le sens avec l'innovation et le monde qu'on pressentait changer déjà. Avec la création d'un événement qui s'appelle 1.618 qui a vu le jour en 2009 au Palais de Tokyo. L'objectif était double, à la fois de dire et de présenter, de démontrer ce que l'on ressentait et ce que l'on avait analysé sur la société, c'est-à-dire la perception du luxe qui change, des attentes nouvelles, des envies nouvelles. Et on a voulu montrer que certaines entreprises, qui n'étaient pas forcément celles du luxe classique, étaient en train d'intégrer des enjeux de développement durable, d'éthique, d'innovation responsable dans leur modèle économique. Et c'est ce que nous pensions être le luxe du XXIe siècle. On a réuni tout ce monde-là dans un très bel endroit qui est le Palais de Tokyo. On y a ajouté des expositions, des moments d'émotion. On a parlé de sujets qui sont parfois anxiogènes sur les enjeux du développement durable. On a créé des conférences, on a monté des prix. On a fait une sorte d'événement hybride pour dire et si on pouvait continuer à faire des choses extrêmement belles, extrêmement qualitatives, extrêmement confortables, mais en y intégrant quelque chose qui s'appelle le bon sens, c'est-à-dire si on pouvait faire tout ça avec le respect de l'homme et de l'environnement, tout simplement. Donc ça a commencé en 2009 et nous sommes aujourd'hui en 23, je crois. Et nous continuons avec parfois difficulté, parfois facilité et bonheur, les deux en même temps, de poursuivre ce projet qui nous est cher et de convaincre, de démontrer et d'emmener autour de nous le plus grand nombre pour montrer que ce nouveau monde est possible. Tout ce monde-là cohabite puisqu'on s'adresse au grand public, on s'adresse aux consommateurs que nous sommes tous et on présente des alternatives. Ces entreprises sont validées. La démarche de ces entreprises est validée par un comité d'experts, ce qui est essentiel pour nous, qui est assez compliqué parce que ça nous demande de refuser de nombreux dossiers. Nous avons la chance d'être soutenus par des experts de très haut niveau qui nous sont fidèles, qui sont là depuis longtemps et qui nous permettent de ne pas tomber dans une crainte éventuelle d'accompagner le greenwashing. Donc ils sont un peu nos garde-fous, ils sont ces fameux experts qui, quand on leur présente des dossiers d'entreprises qui veulent participer à nos projets, ces experts nous donnent un go ou un no-go en fonction de leurs connaissances, que nous n'avons toujours pas au bout de 15 ans, même si nous avons de plus en plus de connaissances. On a besoin d'avoir un œil d'expert pour savoir où nous allons, parce qu'à partir du moment où on prend parole auprès du grand public, on veut essayer d'être le plus sincère possible en poussant une entreprise. En faisant cette démarche-là, les entreprises sont venues nous voir à un moment donné, à la sortie du deuxième événement, nous disant « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» C'était chouette, on s'est rencontrés, on fait beaucoup de business ensemble, on a une vision commune et on a cette sensation qu'on est plus fort ensemble. Et on a créé une sorte de club, ça s'appelle la communauté 1618, où on réunit des entrepreneurs, petite, moyenne et grande taille d'entreprise, peu importe, mais en tous les cas avec des dirigeants qui ont la même volonté d'être dans l'amélioration, de partager des bonnes pratiques, avec cette ouverture d'esprit, de savoir dire j'ai identifié ce fournisseur qui nous donne cette possibilité d'y croire et d'avancer. On crée des blacklists et ce sont des moments de networking assez géniaux en se disant ce nouveau luxe, il existe, on en fait partie. Ensemble, on peut peut-être trouver des perspectives importantes. Donc ça s'appelle la communauté 1618. Et puis bien entendu, puisque encore une fois l'esthétisme, le beau et rendre ce monde-là désirable, c'est dans l'ADN d'un 618 depuis notre naissance, nous sommes sollicités assez régulièrement par des entreprises pour les aider sur toute la partie direction artistique, puis ensuite c'est à aller un peu plus loin sur la notion du langage, comment on parle de ces sujets à l'ère du greenwashing notamment, comment on arrive à avoir une communication sincère, démontrable. Donc on fait pas mal d'accompagnement de ce point de vue-là.
et sur un gros enjeu. C'est de se dire, nous aussi, il faut qu'on se challenge de plus en plus. Nous, on fait de la communication événementielle. Les événements, par définition, c'est pas facile en termes d'impact et de propreté du geste. Et on s'est dit, cette année particulièrement, lors de notre dernier événement en juin au Carreau du Temple, on s'est dit, et si nous, on essayait de faire la scénographie circulaire de notre propre événement? Et co-concevoir un événement, c'est déjà une chose en soi particulière. En tous les cas, ça demande une autre méthodologie, une autre approche, un temps beaucoup plus long. C'est ce qu'on essaie de faire depuis longtemps. Et là, le point de plus cette année qu'on a réussi à faire grâce au partenariat avec le comité Colbert, c'est de se dire, on va chercher des matériaux inertes, quels qu'ils soient, en quantité suffisante pour pouvoir être un support de création de notre scénographie. L'exercice était extraordinaire. On a été aidé par une société de production événementielle extraordinaire aussi qui s'appelle Arter, qui connaît bien ces enjeux-là. Et on a recréé notre décor grâce à la récupération de matériaux qui venaient du centre Beaubourg, qui venaient des vitrines de Dior, qui venaient des événements Guerlain. Et ça devient circulaire à partir du moment où, le jour du démontage, on sait qu'il y a potentiellement un nouvel usage. Et nous sommes très fiers d'annoncer que 99,8%, c'est ça, la totalité donc de nos décors ont été réutilisés. Nous avons réussi à confier une partie de nos décors au Palais de Chaillot, qui l'ont eux-mêmes réutilisé, retravaillé, redesigné pour un nouveau décor et notamment des assises. Et l'autre partie majoritaire des décors a été récupérée par Bellastock pour faire décor une utilisation d'un festival engagé. Le challenge a été relevé et aujourd'hui, on essaye de pouvoir faire en sorte que cette méthodologie et cet apprentissage puissent servir à d'autres. Des entreprises qui nous demandent de les aider à éco-concevoir leurs propres événements. Comme vous le voyez, il existe des initiatives encourageantes dans l'industrie. Avant de les détailler, j'aimerais revenir précisément sur les problèmes sociaux et écologiques que peut poser le luxe. Conditions de travail douteuses, chaînes de production difficilement traçables, communication floue confinant au greenwashing. Au fil de ces enquêtes, Florence a pu constater que des marques très établies étaient loin d'être exemplaires. Moi, je peux m'exprimer sur les cas précis sur lesquels j'ai travaillé. Enfin, comme je suis journaliste et pas chercheuse, j'ai pas l'expertise pour m'exprimer sur une industrie entière. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les contradictions qu'il y a entre la communication des marques et les réalités de leur fonctionnement, de leur organisation. Un sujet, par exemple, sur lequel j'ai travaillé, que je trouve vraiment intéressant, c'est les conditions de travail des maroquinières. Je dis maroquinières parce que la très grande majorité des personnes qui travaillent en maroquinerie au sein des groupes de luxe sont des femmes. Donc les conditions de travail des maroquinières au sein des groupes de luxe. Moi, j'ai notamment travaillé sur Louis Vuitton. Et le fait, en fait, par exemple, chez Louis Vuitton, il y a toute une communication qui est développée autour de l'artisanat, de la figure du maroquinier comme artisan qui est le gage de qualité, le gage de préciosité du bien du sac Louis Vuitton que le client peut acheter. Et donc, tu as cette communication extérieure qui est très laudative, très améliorative. Et ensuite, tu as comment ça se passe concrètement, qui est que c'est une organisation industrielle où les maroquinières sont avant tout des ouvrières. Et elles n'ont pas vraiment, pour la plupart, la sensation d'être... elles ne se retrouvent pas nécessairement, pour celles avec qui j'ai pu échanger, dans la communication qui est développée autour d'elles, en fait, et de leur travail. Et il y en a beaucoup qui rient, en fait, de cette communication de l'artisan en gants blancs qui présente bien et qui ne se retrouve pas du tout dans ces représentations-là. Et ce décalage, je trouve très intéressant. J'ai pas mal aussi travaillé sur, par exemple, Vétiver, qui est une autre plante à parfum qui vient de Haïti et qui est utilisée dans de nombreux autres parfums, notamment certaines colognes sauvages de Dior. Le vétiver, c'est surtout cultivé en Haïti. Aujourd'hui, Haïti est en proie à une guerre civile très importante, qui a des problématiques sociales et économiques de très grande ampleur, une crise humanitaire de très grande ampleur. Et en fait, la situation est telle qu'aujourd'hui, les marques n'ont même pas les moyens de savoir dans quelles conditions est cultivé le vétiver qu'ils emploient dans leurs parfums. Et c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans toutes les chaînes en général de production du luxe. Par exemple, j'ai aussi travaillé sur le coton. En général, les marques, du fait qu'elles utilisent beaucoup d'intermédiaires tout le long de leur chaîne de production, elles ne savent elles-mêmes parfois pas comment le coton ou le vétiver ou l'ylang-ylang va être cultivé. Elles n'ont pas accès à l'information de ce niveau-là.
Et donc ensuite, à partir de là, toutes les promesses qui peuvent être faites en matière de garantie sociale et environnementale se trouvent largement grévées parce que c'est difficile de s'avancer sur quelque chose qu'on connaît pas. Sachant qu'il y a quand même des différences avec la fast fashion parce que il y aura peut-être moins de sous-traitance dans l'industrie du luxe, mais il y a toujours un échelon où en fait la marque se repose sur des fournisseurs. Par exemple, Louis Vuitton ou Chanel vont avoir leurs usines où ils fabriquent des sacs, mais le cuir, ils vont l'acheter à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'ils vont acheter le cuir déjà découpé à quelqu'un d'autre, à des tanneries qui auront elles-mêmes acheté la peau à des éleveurs. Enfin, il y a toujours une chaîne où il y a toujours des intermédiaires qui font que l'information se trouve aussi un peu disséminée et c'est à la marque d'aller chercher les informations auprès de ses sous-traitants. Et c'est pas toujours quelque chose qu'elles font, ou alors parfois ça peut être difficile d'avoir accès à ces informations-là. Le paradoxe qu'il peut y avoir pour les marques de luxe à vouloir développer toujours davantage leurs débouchés en Chine et en même temps ne pas s'attirer les foudres du gouvernement chinois, notamment au sujet du coton au Xinjiang. Du fait du génocide des Ouïghours au Xinjiang, il y a des pressions sur l'industrie de la mode mondiale pour ne pas utiliser du coton qui vient de cette région. Et c'est difficile en fait pour les marques, a fortiori pour les marques de la fast fashion, mais aussi pour les marques de luxe, de prouver qu'elles n'utilisent pas de coton du Xinjiang. Et les marques de luxe qui en plus tentent d'avoir de très bonnes relations avec la Chine et de développer leur marché chinois, faire ça tout en disant mais surtout on ne veut pas utiliser votre coton, c'est quelque chose qui est délicat. J'avais travaillé sur comment ils s'efforcent de prouver, de certifier qu'ils n'utilisent pas du coton du Xinjiang. Et ça aussi, c'est un sujet qui est hyper compliqué. Et on voit qu'il y a une communication des marques qui est en fait source de confusion. Parce que par exemple, dans le rapport de LVMH, le rapport de Sustainability de 2023, ils vont indiquer qu'ils ont, je crois que c'est 71% de coton qui est certifié. Mais dire ça comme ça, en fait, ça veut pas dire grand-chose. Donc ils donnent plusieurs certifications, mais ils donnent des certifications qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les unes avec les autres. Par exemple, dans ce lot de 71% de coton certifié, il y aura du coton qui sera certifié Supima. Supima, c'est une origine de coton, ça veut dire que c'est une variété de coton qui a poussé aux États-Unis, qui a certaines propriétés de résistance, etc. T'as d'autres cotons qui vont être certifiés bio, c'est très bien, mais le bio, il peut venir de n'importe où, ça ne dit rien sur les conditions sociales. Il y en a d'autres qui vont être certifiés selon des standards de recyclabilité. Tout ça, en fait, est très hétérogène et à la fin, ce chiffre de 71% de coton certifié, il veut plus nécessairement dire grand-chose. La confusion qu'il peut y avoir sur le reporting environnemental et social et sur la communication que les marques font autour de ça, elle est importante. Ils vont jamais dire, ou peut-être que Kering l'a fait, mais LVMH par exemple ne dit jamais publiquement nous n'utilisons pas de coton du Xinjiang. C'est juste qu'ils s'efforcent de prouver qu'ils ne le font pas, que leur coton est certifié, que leurs chaînes d'approvisionnement sont certifiées. Après, l'industrie du luxe, ils sont moins concernés par cette question-là du coton du Xinjiang que l'industrie du prêt-à-porter. Mais en fait, les problèmes qui existent au Xinjiang, ils se retrouvent dans d'autres chaînes d'approvisionnement du coton. Les problématiques de travail forcé, on va les retrouver dans d'autres pays, qui sont des pays d'approvisionnement du coton pour le luxe aussi. Un truc qui m'amuse presque, mais que je trouve assez intéressant dans les contradictions de l'industrie, c'est la volonté de toujours vendre les produits en tant que produits d'artisanat. Or, le luxe est devenu une industrie depuis fort longtemps, et parfois, j'ai l'impression que c'est une industrie qui a découvert le Fordisme et le Taylorisme 100 ans après toutes les autres, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent à avoir des problèmes que l'industrie automobile, par exemple, a eu il y a déjà 100 ans. En ce moment, je travaille sur la recrudescence des troubles musculo-squelettiques parmi les ouvrières du luxe, les ouvrières de la maroquinerie. Et en fait, ces 10 dernières années, c'est difficile à tracer en termes chronologiques, mais il y a une forte augmentation de la prévalence des troubles musculo-squelettiques dans les usines de la maroquinerie. Les troubles musculo-squelettiques, c'est par exemple ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien. Donc c'est des choses qui n'évoquent pas forcément grand-chose là, mais qui sont des maladies très douloureuses qu'on va avoir aux mains, où par exemple on ne pourra plus plier certains doigts, donc par exemple on ne pourra plus porter une bouteille d'eau. Des gens qui se font très mal aux épaules ou au dos, de façon à ce que ça les handicape vraiment dans la vie quotidienne, qui par exemple ne peuvent plus porter leurs enfants. Et en fait ça vient du fait qu'il y a une rationalisation de la fabrication des sacs avec des tâches, des lignes de production de sacs qui sont fragmentées.
avec des tâches qui sont plus répétitives qu'avant et où en fait le truc de avant une maroquinière faisait son sac de A à Z, aujourd'hui c'est pas systématiquement vrai. Il va y avoir par exemple des maroquinières qui vont être spécialisées sur ce qu'on appelle les piqûres finales, c'est-à-dire les coutures finales qu'on fait sur un sac, qui sont des gestes qui requièrent une certaine force, mais surtout que si on fait ça 8 heures par jour pendant des mois, à la fin ça a un impact. C'est des problèmes de santé qui commencent à être pris en charge par les marques, mais qui l'ont pas vraiment été jusqu'ici et qui commencent à poser problème dans les chaînes de production. Le savoir-faire, c'est un sujet délicat parce que les maroquinières, elles ont toujours un savoir-faire, c'est juste le savoir-faire est différent. Aujourd'hui, ça va comprendre de savoir actionner certaines machines parce qu'il y a des choses qui sont robotisées. Et ça, c'est quelque chose auquel moi, les personnes à qui j'ai parlé qui travaillent en usine de luxe, elles y tiennent au fait qu'elles ont des vraies compétences et même elles ont l'impression que ces compétences ne sont pas comprises ni prises en compte par leur hiérarchie. Donc il y a une spécificité, une expertise et un savoir-faire, mais en fait ce savoir-faire ne correspond pas à celui qui est vendu par les marques. Je pense qu'un client lambda qui achète un sac de luxe, il se fait une idée de comment le sac a été fabriqué qui ne correspond pas nécessairement à la réalité de la fabrication, quoi. Enfin, dans le cas de Louis Vuitton, je repense à des maroquinières qui me disaient que ça les faisait marrer en pensant que les clients, ils pensaient acheter du cuir. Parce qu'en fait, la plupart des sacs Louis Vuitton, ils sont fabriqués avec une toile qui a été mise au point par Louis Vuitton il y a des décennies, mais qui est une toile qui est faite à partir de PVC, une forme de plastique qui en fait au début était un matériel, il y a toujours un matériel qui est prisé parce que c'est résistant, ça a des propriétés d'imperméabilité par exemple, mais c'est pas du tout du cuir. Et par exemple si on va sur un site de Louis Vuitton et qu'on regarde la composition d'un sac, ça va jamais être vraiment dit hyper clairement que c'est fabriqué en PVC. Et comme parfois il y aura des parties en cuir, on va voir cuir et on pense que tout le sac est fait en cuir, or non, pas du tout. Il y a vraiment, je pense, une forme de désinformation par omission. Je suis pas sûre que les clients aient toujours conscience de ce qu'ils achètent. Et après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de clients qui s'en foutent un peu et que pour eux, c'est plutôt le symbole de prestige ou de réussite sociale que peut véhiculer le sac qui les intéresse plutôt que le matériau. Parfois, ils sont en même temps très attentifs à la formulation. Par exemple, quand je travaillais sur J'adore de Dior et la composition du parfum, donc c'était il y a quelques mois, à l'époque sur le site, ils indiquaient que J'adore était fait à partir d'ylang-ylang des Comores et que Dior était membre d'une association qui s'appelle Union for Ethical Biotrade, qui travaille sur la labellisation sociale et environnementale des plantes à parfum. En fait, à ce moment-là, Dior n'avait jamais été audité pour son ylang-ylang par cette organisation. Or, la façon dont c'était présenté, effectivement, ne disait pas qu'ils avaient été audités et labellisés, ils disaient juste qu'ils étaient membres de l'organisation. Donc il y a toujours ce jeu sur les mots de où est-ce qu'on place son curseur, ce qui est de l'information, ce qui est de la désinformation. En tant que journaliste, je trouve ça intéressant de documenter ça et de documenter le décalage entre ce qui peut être dit, ce qui peut être fait, comment c'est fait. Comme vous le voyez, certaines entreprises ont une belle marge de progrès. Barbara, qui connaît bien ce milieu, reste optimiste malgré son exigence, car elle voit que la quasi-totalité de l'industrie commence à s'interroger. Elle nous explique pourquoi ces changements sont essentiels, mais aussi complexes à mettre en œuvre. Alors le luxe est un domaine extrêmement particulier, unique, mais on doit bien se poser une question, de quel luxe parle-t-on ? Tout le monde malheureusement a sa propre définition, mais il y a bien quelque chose qui est commun, c'est-à-dire que l'ADN du luxe réel, nous sommes obligés d'ajouter ce mot, ce sont énormément de valeurs, et ce sont des valeurs qui sont très proches de celles du développement durable, à savoir le respect, la transmission, la préservation des richesses, la dynamique de création de valeur, le temps long, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre au luxe en règle générale. Et là, ce dont vous parlez, c'est l'industrie du luxe. On doit toujours se poser la question si on parle d'une industrie ou si on parle de valeur. Et c'est là où, en règle générale, on peut s'attendre à deux types de propositions. J'ai posé des questions, parfois à des sociologues, des artistes. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pu entendre le silence. Donc c'est aussi ça, le luxe. C'est de l'émotion, c'est de l'expérience, Bon, on peut en parler des heures, c'est mon sujet préféré. Et pour revenir à ta question, puisqu'on fait semblant de se vous voyez, mais en fait on se tutoie,
En effet, il y a des attentes particulières parce que ce monde du luxe et cette industrie est particulière. C'est une industrie très très en vue. Cette industrie a donc de ce fait des responsabilités qu'il faut qu'elle endosse aujourd'hui en tout état de cause, en toute certitude. En revanche, c'est aussi une industrie qui fait un chiffre d'affaires et des marges désarmantes, qui développe sa présence partout dans le monde, avec des visions et des problématiques qui sont parfois inverses à celles de l'engagement responsable. C'est une industrie qui doit absolument endosser son rôle et à la fois qui doit continuer à la fin d'année à faire du bien à ses shareholders, c'est-à-dire à avoir des chiffres qui sont toujours aussi exceptionnels. Comment est-ce qu'on rend ça compatible ? C'est quand même une question terrible qu'ils se posent tous en interne et peut-être parfois irrésoluble. Il y a évidemment des écueils et des réponses, puisqu'ils avancent extrêmement vite. Les réglementations gouvernementales les font aussi avancer de plus en plus vite. Mais les entreprises ont aujourd'hui, les entreprises de luxe historiques, on va dire, ont quand même un enjeu de taille qui est parler à cette nouvelle génération qui ne les voit plus du tout de la même façon, qui a des nouvelles attentes, parce que leurs problématiques, je parle des industries, elles sont très nombreuses. On peut évoquer la multiplication des volumes, qui est toujours un objectif. On peut évoquer la gestion des transports, quand on livre partout dans le monde et avec une demande de produits de plus en plus rapide. On peut parler de la gestion des packaging, qui historiquement et culturellement, le surpackaging fait pour certains marchés encore partie du luxe. On peut parler du traitement des teintures, du traitement des matières, des teintures. On peut parler du stock des déchets. C'est énorme, les enjeux sont énormes, les contraintes sont énormes. On maltraite souvent le luxe en disant ils ont les moyens, ils devraient faire plus vite et en plus ils sont les plus en vue, donc c'est leur rôle. Moi je suis hyper d'accord avec ça. En revanche, ce sont justement des industries qui sont colossales et le changement ne peut pas s'opérer en 20 minutes. Communiquer ce que l'on fait et même son imperfection crée de la valeur et donne un élan. On a envie aujourd'hui, nous, lecteurs, auditeurs, consommateurs, on a envie de rentrer et on est dans l'ère de la sincérité et de la preuve. La sincérité d'abord, c'est quelque chose qui est l'humilité, qui est de se dire je sais reconnaître et je sais avouer là où j'en suis, je peux peut-être m'améliorer, là où je n'y suis pas encore, mais je peux l'expliquer. Et à la fin de tout ça, il y a la transparence, c'est-à-dire de pouvoir prouver ce que l'on dit. C'est extrêmement compliqué. Mais à la fin, si on regarde ce point de vue-là avec des yeux d'un enfant, que nous devrions continuer à être le plus souvent dans ces cas-là, eh bien ça s'appelle du bon sens et c'est d'une simplicité désarmante. En tous les cas, notre sujet à nous, c'est de se dire et d'encourager toutes ces entreprises. Elles ne nous ont pas toutes attendues, loin de là, mais c'est ce qu'elles font de plus en plus, c'est d'accepter une forme d'imperfection. Dans ce nouveau monde qui change et dans le développement durable, on ne peut pas être parfait. On peut faire semblant et croire qu'on est parfait aujourd'hui, mais les choses vont encore changer demain. Donc il faut juste être dans l'élan. Et toutes ces entreprises le sont. On est aujourd'hui passé, je crois, en 2023, sur le fait que celles qui ne font rien, il y en a encore, c'est terrible, mais il y en a encore, elles sont devenues minoritaires. Le développement durable, ce n'est pas seulement un produit éco-conçu. Le développement durable, ça touche tous les enjeux de l'entreprise et tous les enjeux sociaux. C'est donc colossal. Et l'avancée, encore une fois, ne peut pas être faite en 10 minutes. Dans tous les cas de figure, c'est intéressant d'être transparent parce que ça représente la vraie vie et on est dans la vraie vie, on a envie de vivre dans la vraie vie. Et effectivement, il y a la notion de rêve. On ne peut pas tout dire puisqu'il y a quelque chose qui est essentiel dans le luxe, c'est la partie du rêve. Et dans la partie du rêve, il y a aussi un peu de mystère. En revanche, lorsqu'il s'agit de toucher des points et des enjeux qui sont universels, il vaut mieux tout dire. Sur certains aspects d'évolution du rôle de l'entreprise que nous avons dans la société, dire réellement les choses. Donc c'est pour ça que je parle plus de sincérité que de transparence. À partir du moment où on dit que l'on fait quelque chose qui est extrêmement important pour le bien commun, là il faut de la transparence. Tout ce qui concerne la supply chain, quand on parle de composition, de matières premières, de sourcing, de façon de travailler avec les artisans, de nouveautés, d'innovation, de chiffres, les implications d'utilisation d'un matériau, d'une nouvelle façon de faire sur l'homme ou sur la planète, on a envie de savoir et c'est génial de créer la curiosité, donc c'est génial de le raconter. L'enjeu de communication détaillé par Barbara est très important, mais reste trop peu adressé par les marques de luxe dits historiques. D'ailleurs, pour mieux comprendre leur structuration actuelle, je vous conseille vivement d'aller voir le documentaire Luxe, la fabrique du rêve sur France TV. Aussi passionnant que glaçant, il retrace en 4 épisodes comment les groupes LVMH et Kering se sont construits et la guerre acharnée qu'ils se mènent encore aujourd'hui.
Pour revenir à notre histoire de transparence, l'honnêteté passe par une communication claire au public, mais aussi à une capacité à dialoguer avec les journalistes. Florence s'est pourtant heurtée à de nombreuses résistances lors de ses enquêtes. Aussi un grand enjeu, je le dis en tant que journaliste, mais il y a un enjeu pour les marques de luxe de savoir accepter un échange critique, qui aujourd'hui est pas du tout... Enfin, je pense qu'il n'est pas du tout dans leurs ambitions. En tant que journaliste, il y a une résistance des marques de luxe à l'échange critique et à la transparence qui est quand même très importante. Moi, je repense par exemple cet été, j'avais travaillé pour Mediapart sur les difficultés que pouvaient rencontrer certains syndicats au sein de Hermès. Hermès, quand je les ai contactés à ce moment-là, j'ai essayé de les joindre par mail, par téléphone. Et il faut savoir que Hermès est une des marques qui est les plus secrètes. Vraiment, c'est les plus difficiles à avoir des échanges avec eux et à avoir des réponses de leur part quand on les contacte. Et à ce moment-là, quand je leur avais téléphoné, j'avais eu quelqu'un au standard téléphonique qui m'avait dit qu'elle avait personne à me passer parce que dans le répertoire interne qu'elle avait, elle n'avait que des responsables de communication chargés de mode. Et que donc, elle ne pouvait pas me donner quelqu'un qui était chargé de communication sur des sujets économiques ou sociaux parce qu'il y avait personne qui était compétent là-dessus. Ce qui pour moi était un peu un gag. Venant de quelqu'un d'autre, je pense que ça aurait pu être du sarcasme du groupe Hermès, tu vois, de me dire un peu, circulez, il n'y a rien à voir, vous êtes mignons, mais on n'a pas envie de répondre à vos questions. Mais je pense que de la part du standard téléphonique, c'était même pas nécessairement du sarcasme, c'était vraiment qu'en interne, la communication est tellement cloisonnée que véritablement, il n'y avait personne d'attribué pour répondre à ce genre de questions. Je pense que c'est pas les journalistes qui souffrent en premier de la volonté de contrôle de la communication des marques, c'est les personnes qui... en fait, c'est les employés. Quand les marques se rendent compte que je commence ou d'autres journalistes commencent à travailler sur eux, ils mettent la pression en interne en rappelant aux gens qu'il ne faut pas parler aux journalistes, qu'ils n'ont pas le droit de parler aux journalistes. En général, dans les contrats, par exemple, c'est le cas des maroquiniers. Les contrats des maroquiniers stipulent qu'ils ont une exigence de confidentialité et donc on les menace, je pense, légalement de ne pas parler à la presse. Et en fait, la pression, elle est là. Elle n'est pas tant contre les journalistes, elle est contre les premiers concernés qui sont les employés des groupes ou leurs partenaires, parce que c'est la même chose pour les fournisseurs ou toute autre partie prenante qui travaille au sein de l'industrie du luxe. C'est là qu'il y a une pression économique qui s'exerce. Quasiment tous, en fait. C'est la crainte de la majorité des interlocuteurs que j'ai. De toute façon, moi, je travaille toujours avec l'anonymat, donc toutes les personnes qui me parlent sont toujours... tous leurs témoignages sont anonymisés. Et c'est en général leur première demande, c'est de ne pas être cité, qu'on ne puisse pas reconnaître leurs témoignages. Et il y a une vraie peur de ça. Parce qu'il y a la peur de perdre son travail ou de perdre son contrat quand on est fournisseur, ou voilà. Et ça, c'est un truc où j'ai travaillé sur d'autres industries et dans le luxe, en fait, ça en vient à une peur même sur des choses, sur des éléments qui sont pas forcément même des éléments de critique ou polémique. Les gens vont quand même avoir peur de parler parce que y a peur de faire quelque chose qu'ils auraient pas dû faire et comme en plus, je pense que dans l'espace public, il y a peu de contenu relativement critique de l'industrie, ça rend d'autant plus difficile de prendre la parole dessus. Je le vois parce que, par exemple, j'étais en train de penser à quelques personnes qui tweetent sur l'industrie et en fait qui sont un peu prisés comme des perturbateurs du système, même quand ils tweetent des choses qui sont assez anodines, quoi. Donc il y a une pression là-dessus. Après, moi, quand j'écris, j'ai rarement des retours ensuite des marques. La communication est vraiment toujours très calibrée. Toutes les marques sur qui j'ai travaillé refusent en général assez systématiquement d'avoir des échanges en chair et en os. Ça passe souvent par des échanges écrits. Il y a une volonté vraiment de tenir à distance, j'ai l'impression. J'ai rarement de retour ensuite. Et aussi la différence par rapport à, encore une fois, d'autres industries sur lesquelles j'ai pu travailler, c'est que je pense que dans le luxe, il y a la peur. Par exemple, d'autres industries, les gens ne vont pas hésiter à intenter des procès ou réagir de façon un peu plus publique. Dans le luxe, ça se fait très peu parce que déposer une plainte, c'est déjà rendre public des choses. Et donc, je pense que les directions des marques le font beaucoup moins. Ça dépend lesquelles, mais c'est vrai que dans le luxe, il y a une forte pression à la confidentialité.
En plus, je pense qu'il y a parfois, je perçois aussi un amalgame où pour certaines personnes, notamment cadres, j'ai l'impression dans l'industrie du luxe, toute volonté d'avoir un échange critique avec eux ou un propos un peu critique. Déjà, il y a un peu la perception, j'ai l'impression qu'on porte directement aux intérêts de la France quasiment. Il y a un peu ce truc en France de si tu parles mal de l'industrie du luxe, tu tapes sur la souveraineté nationale quasiment, sur les intérêts de la patrie. L'industrie du luxe, en plus, performe mieux par certains aspects par rapport à l'industrie du prêt-à-porter. Il y a une difficulté, j'ai l'impression, à appréhender la critique parce qu'il y a toujours un peu ce réflexe de nous, on fait mieux que le prêt-à-porter ou on est mieux que d'autres. Ensuite, leur communication, en particulier en matière de sustainability, pour moi, c'est quand même beaucoup de blablabla au sens où même quand il y a des chiffres, ces chiffres sont difficilement contextualisables ou compréhensibles. Donc, comme ce que je te disais pour l'exemple du coton, à la fin, on a effectivement un chiffre, mais qui ne signifie peut-être pas grand-chose, on ne sait pas trop. L'envie de présenter des chiffres qui semblent positifs prend le pas sur une communication qui a réellement du sens. Je sais pas si c'est bien de faire des comparatifs, mais pour moi, Kering est un peu meilleur en termes de communication, notamment environnementale. Ça préjuge pas de leur performance réelle, mais leur communication est plus ouverte par rapport à LVMH. Ils publient davantage de choses. Par exemple, en matière environnementale, ils publient davantage de documentation. À une époque, alors je crois qu'ils l'ont retiré maintenant parce que j'avais recherché, je l'avais plus retrouvé, mais ils publiaient le listing de leurs fournisseurs, ce qui est quand même un truc très rare parmi les autres groupes de luxe. Enfin, LVMH n'a pas fait ça à ma connaissance, Chanel non plus, Hermès je ne crois pas non plus. Donc ça, c'était quelque chose qui était un signe d'ouverture plutôt bienvenu, encore une fois en tant que journaliste qui cherche à documenter cette industrie. Il n'y a pas beaucoup de journaux pour moi qui traitent vraiment de l'industrie de la mode sous l'angle industriel. Et le problème des annonceurs, il se retrouve dans la presse généraliste aussi, parmi les grands quotidiens nationaux. J'essaie de penser à un quotidien national qui n'aurait pas d'annonceurs dans l'industrie du luxe et j'en vois pas à part Mediapart. Les autres en ont tous et en fait, je pense que ça les freine dans leur traitement de l'industrie. Il y a aussi évidemment les journaux qui ont un actionnariat, le groupe Les Échos Le Parisien qui a pour actionnaire Bernard Arnault et LVMH. Ça, c'est aussi un autre lien économique qui rend assez difficile de traiter l'industrie avec du recul et de la perspective critique. Bon, clairement, on ne va pas clôturer ce dossier demain. Mais vous connaissez le podcast, nous aimons aussi valoriser des solutions et des initiatives responsables. Car elles existent, et elles sont très variées. Barbara a eu l'occasion de travailler avec de nombreuses marques engagées via 1.618. Upcycling, tannage végétal, diamant de synthèse, design durable, matière innovante. Les marques du nouveau luxe, qu'elles soient petites ou développées, ne manquent pas d'idées pour une mode plus responsable. Comme je t'ai expliqué, on est en veille sur des milliers de choses. On a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir pour nous dire est-ce que je suis potentiellement éligible pour participer à vos événements. Donc on rentre derrière le produit tout le temps, derrière la marque. Donc on découvre des choses formidables. Par exemple, dans nos projets que l'on soutient depuis des années, on peut parler de Valentine Gauthier qui a sorti en juin dernier chez nous un nouveau projet dans le projet qui s'appelle Value. Comment on donne de la valeur à la notion textile, comment on recycle, comment on donne une deuxième vie. Alors là, à partir de matières premières, pas la seconde Inde en tant que soie. Elle a travaillé avec Atelier de Nîmes sur des nappes de matières qui ne pouvaient pas pour X raisons ou qui étaient obsolètes ou qui avaient peut-être un micro-défaut qui ne pouvaient pas rentrer dans un circuit classique. Elle a donné une autre valeur à cette matière en présentant une collection sur des séries limitées. Succès total, elle développe cette façon d'imaginer la mode. On a des entreprises comme Paris Remade, une créatrice qui s'appelle Xuanto Nguyen, qui fait aussi de la couture. Et sur ce projet Paris Remade, elle va acheter des stocks de vêtements complètement iconiques. On parle de vieux impairs Burberry qu'elle achète en grande quantité. On parle de très vieilles chemises Lacoste ou de marques un peu iconiques qui n'ont plus du tout une forme acceptable, une désirabilité, et elle est extrêmement créative. Elle va nous mélanger des tissus exceptionnels avec un symbole reconnaissable d'une de ces marques iconiques, et elle en fait des pièces uniques absolument exceptionnelles, hyper trendy, mais en même temps hyper portables, et qui ont ce truc qu'on adore tous maintenant, c'est-à-dire une sorte d'unicité.
Donc là, elle est dans une seconde main en travaillant avec la notion iconique des marques dans la mémoire affective et dans l'imaginaire collectif à un sens fort, et elle va leur donner une deuxième vie. On a des entreprises plus importantes comme Osklen, importante dans le sens où c'est devenu vraiment une très grosse maison de mode avec une 60aine de points de vente qui défilent à New York, c'est une marque brésilienne. Eux, leur travail, c'est vraiment l'innovation matière, comment on intègre des nouveaux matériaux et la technologie du XXIe siècle pour intégrer des nouveaux process, mais surtout des nouvelles matières dans notre métier de mode, comment on éco-conçoit nos défilés. Donc cette marque s'appelle Osklen et elle est toujours dans cette innovation de luxe durable basée à Rio. On a des exemples d'une marque de joaillerie, la première marque de joaillerie éthique pionnière en France qui s'appelle GEM, qui a révolutionné ce monde-là avec tout son travail sur l'Orfairmind, avec tout son travail sur la décision de faire entrer le diamant, mais le diamant de laboratoire, avec tout son travail de développer en intégrant la perle, mais en travaillant avec une ONG vraiment spécialisée sur la perle de Tahiti pour avoir la totalité de la traçabilité sur la supply chain, avec cette espèce de modernité qu'elle arrive à faire et à intégrer non seulement dans le style, mais aussi dans ses points de vente, avec un côté éducatif qui est jamais culpabilisant, mais qui permet d'ouvrir sa connaissance en donnant une valeur ajoutée au produit final qui est colossale. C'est vraiment une réussite assez merveilleuse. On a découvert aussi dans la joaillerie toujours, parce que un des gros enjeux dans la joaillerie, c'est les pierres. C'est très nébuleux, c'est très complexe. Et donc, il y a beaucoup de travail à essayer de rendre cette dynamique plus propre. Ça va être long et compliqué. Et donc, certains, comme le Studio 28, cette marque a décidé de travailler sur le recyclage de pierres déjà existantes sur le marché, en les retaillant et en les réintégrant dans des bijoux extrêmement contemporains. On a aussi salué des marques assez jeunes dans la Maro qui s'appellent par exemple L'Arfeuille, qui est une marque française, et qui travaille sur le côté simple du design pour la durabilité en soi, l'essentiel. Quel est l'essentiel du sac qu'on a envie de porter, avec ce petit switch toujours créatif, un détail absolument joli et unique, mais à la base un produit qui peut durer, avec un tannage végétal, avec un vrai travail sur le tannage végétal, avec une vraie construction de discours aussi auprès du public, qu'effectivement c'est un cuir qui est tanné autrement, qui donc va vivre autrement, qui va se développer autrement, qui va devenir justement unique par rapport à sa façon de le porter, à sa façon de le vivre. C'est quelqu'un qui travaille aussi dans son process sur la réparabilité à vie de son produit, puisqu'il est fait justement avec des lignes extrêmement pures qui peuvent durer. Ils ont intégré pour une très jeune marque la notion de la durabilité, de la transmission presque. On en a des centaines d'autres, des exemples, mais voilà, ce sont des éléments qui sont toujours intéressants et qui touchent du doigt les grandes solutions et les grandes problématiques, comment on utilise moins de packaging, comment on intègre l'innovation sur les matériaux, comment on intègre la deuxième vie. Tous ces éléments essentiels, si on revient au luxe historique, dont le luxe historique s'interroge et pour lesquels ils sont aussi très actifs, eh bien, les nouveaux venus ou les marques que l'on appelle du nouveau luxe, eux, ont cette capacité, puisqu'ils sont plus légers, d'intégrer cela tout de suite dans leur modèle économique et donc de faire la preuve de la réalité, encore une fois, d'un très beau produit fait dans des très bonnes conditions. Pour examiner de près ces solutions, je vous invite à suivre les projets dont parle Barbara. Pour le luxe dit historique, une solution toute simple est à prioriser d'après Florence. S'assurer que les moyens sont alignés avec la communication, pour permettre aux membres des équipes RSE de faire leur travail et d'accompagner une vraie transition des entreprises. Oui, je pensais qu'aussi un des trucs qui est intéressant, c'est de voir quels sont les moyens qui sont mis en œuvre par les marques pour mettre en adéquation leurs ambitions environnementales et sociales avec leur organisation réelle. Ces moyens semblent en général très insuffisants. Par exemple, ça se note dans les effectifs des équipes dites de sustainability. Moi, des échos que j'ai, des personnes avec qui j'ai pu échanger, il y a fréquemment un sentiment d'être en sous-effectif important au sein de ces équipes et de faire beaucoup de travail de communication interne et externe plutôt que de travail concret sur les enjeux socio-environnementaux. N'étant pas manager, je sais pas comment. Enfin, je n'oserais pas prescrire des choses, mais je note en tout cas qu'il y a un sentiment, qu'on m'a plusieurs fois rapporté un sentiment d'être en sous-effectif. Un autre truc aussi qui est problématique, je pense, au sein des groupes, et notamment des groupes multimarques comme LVMH Kering, c'est que leurs maisons sont en concurrence entre elles.
Et donc, notamment pour les équipes de sustainability qui sont transversales et tentent de grappiller des informations au sein des différentes marques, ça va être compliqué d'aller voir des marques qui sont concurrentes entre elles pour leur demander quels sont leurs fournisseurs, quelles sont leurs pratiques sociales et environnementales et confronter ça. Et il y a un travail en fait au sein même des groupes d'aller récupérer les informations qui est compliqué par cette mise en concurrence des maisons entre elles. Mais ça se retrouve aussi au niveau des relations avec les fournisseurs. Par exemple, quand une marque va demander à un fournisseur de leur fournir des données sociales ou environnementales, en fait, ça peut être problématique pour le fournisseur qui peut avoir peur que la marque cesse le contrat ou cesse de travailler avec eux en fonction des données, quoi. Il y a des enjeux d'information au sein même de la filière qui sont très compliqués. Dans les années 2010, il y a pas mal de marques de parfumerie qui s'étaient mises ensemble pour travailler sur les filières de plantes à parfum. Ils avaient commencé à mettre en place un cahier des charges et au bout de quelques années, le truc s'est délité et ils ont cessé de travailler ensemble. Et c'était une initiative en fait qui était assez novatrice au sens où il y avait cet échange d'informations dont tu parlais. Pour conclure cet épisode, j'ai posé ma question habituelle à mes invités. À partir de ce qu'elles ont pu observer au cours de leur carrière, comment envisager l'avenir de la mode et du luxe ? Vont-ils s'impliquer à fond dans les enjeux durables, pratiquer le greenwashing, se faire bousculer par le public ? Florence, en bonne journaliste d'investigation, a refusé de me faire une prédiction sans preuve, mais m'a quand même partagé quelques éléments. Alors, je suis très nulle en prospective. Je constate que je pense qu'aujourd'hui, les marques cernent assez mal les enjeux environnementaux qu'il y a pour elles dans les prochaines années. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'impression qu'il y a un manque d'informations au sein des marques sur ce que le changement climatique va impliquer pour elles et comment elles vont devoir adapter leur chaîne d'approvisionnement et leur manière de fonctionner. Je sais pas comment ça va évoluer, mais, mais je pense qu'il y a des insuffisances là-dessus actuellement. Les observations de Barbara sont plus positives. D'ailleurs, c'est toute la beauté de cet épisode, vous pouvez vous faire votre propre avis avec ses points de vue diversifiés, même si elle a un sens de l'urgence que je partage. Je constate que l'évolution, elle est quand même extrêmement réelle, même si je fais partie des personnes agacées en permanence parce que j'aimerais que ça aille plus vite. Et j'ai la sensation que l'on peut faire que ça aille plus vite, qu'on n'a pas le temps et qu'il faut arrêter de se dire demain. Mais pour autant, quand je regarde le verre à moitié plein, force est de constater que les évolutions sont vraiment extraordinairement importantes, de fond. Pour moi, le luxe de demain, c'est un luxe qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus humble. La marque, elle va devoir toucher de nombreuses dynamiques émotionnelles et pas uniquement la consommation et le plaisir de se faire plaisir par une consommation. Je pense que leur dynamique, c'est de montrer encore une fois que leur présence sur ce marché en tant que société, eh bien, le rôle est endossé sur des dynamiques plus larges. Bien entendu, ce sont d'abord des fabricants de produits très beaux, très rares, quand c'est le cas. Mais aujourd'hui, ce monde qui change, il change d'une façon radicale et il change d'une façon profonde. Et donc, leur rôle, s'ils veulent continuer à être influents et désirables, c'est d'accompagner ce monde et de ne plus imposer rien à ce monde, d'accompagner ce monde. Merci infiniment à Florence et Barbara d'avoir partagé leur expertise avec nous. Pour encourager un luxe à la hauteur des enjeux sociaux et écologiques, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver Florence sur X, aka l'ancien Twitter. Je vais essayer de la motiver à rejoindre Threads et consulter ses articles sur les sites de Mediapart, Alternative économique ou Libération. Les projets de Barbara sont à retrouver sur son compte Instagram Barbara Coignet, sur le compte 1.618 Paris et sur 1.618-paris.com. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode ? C'est le 25e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Tous les liens pour ces actions sont dans la description de l'épisode. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 23 janvier pour le 26e épisode de Couture Apparente.